Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de Nexum sur la saturation du changement et manager dans l'incertain. Ce sera Vincent Alluan, associé fondateur du cabinet Nexum, qui vous présentera ce webinaire aujourd'hui. Donc, il durera environ 1 heure et à la fin, il y aura une séance de questions-réponses. N'hésitez pas aussi via l'onglet Converser ou via l'onglet Questions à vous poser vos questions tout au long du webinaire. On y répondra à la fin. Voilà, la parole est à Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Et comme le disait Antoine, bienvenue à ce 5e webinaire Nexum, dédié effectivement à la saturation du changement, manager dans l'incertain ou aussi manager dans l'incertain. Et donc cette présentation, elle sera en 2 parties. Une première partie sur la saturation, une deuxième partie sur l'incertain, avec des pistes de réflexion sur comment on peut gérer ces situations de saturation et d'incertain. Les seuls qui aiment le changement, ce sont les bébés mouillés. Et ça, vous le savez tous. Et avant de nous lancer dans le vif du sujet, on va voir une vidéo qui va nous illustrer quelques concepts que l'on va pouvoir différencier tout au cours de cette présentation. Cette vidéo s'appelle « Passe-moi le sel ». Hey, Jake, you want to pass the salt, please? What are you doing? Dad? Sorry, I must have been a little distracted. Pass the salt. Et donc, par rapport à cette vidéo, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a une différence entre les changements et les transformations. Et j'associerai les changements à un projet, étant donné que chaque changement a une période, une date de début, une date de fin, un état actuel, un état de transition et un état futur, et que les transformations, en fait, elles n'ont pas réellement un moment où on démarre. On ne peut pas dire que la transformation des smartphones a commencé un 1er janvier et se terminera un 31 décembre dans quelques années. Donc, les transformations, elles sont caractérisées par des observations de changements de comportement, des changements d'attitude et souvent des changements de mode de vie. Et donc, dans cet exposé, je ferai bien la différence entre changement et transformation. Et lorsque je parle de changement, je parlerai plutôt de projet et de transformation, à savoir un ensemble de projets que constitue cette transformation. Pour illustrer aussi la saturation, j'ai souhaité commencer par ce que nous sommes en train de vivre. Alors que ce soit au niveau de notre PME Nexum ou que ce soit auprès des clients que nous suivons, avec 3 grands types de ruptures. Et le premier type de rupture, donc, qui est en connexion directe avec ce que nous venons de voir, c'est, si on prend l'exemple de la musique, comment nous écoutons de la musique, ce qu'on peut constater, c'est que tout s'accélère. Ce n'est pas le nombre de changements, mais c'est l'accélération des changements. Et donc, vous êtes tous et vous vivez tous un nombre incalculable de changements, mais parfois, ce par rapport à quoi nous n'avons pas vraiment conscience, c'est la vitesse à laquelle tout cela se passe, et c'est cette vitesse de changement. Le deuxième élément de rupture, c'est la rupture de l'ère digitale et de l'ère industrielle, avec aussi des résultats de ProSci qui nous dit que 72% des participants à leurs études, à savoir qu'ils interrogent chaque année 4500 participants à travers le monde, eh bien, 72% de ces participants, 72% pour nos amis français qui nous écoutent, considèrent que la vitesse des transformations va continuer à s'accélérer et que donc ce ne sera pas fini. Et donc, l'ère digitale qui remplace l'ère industrielle est un autre exemple. Et si je vous dis que chez nous, nous avons décidé de faire plus de freemium à partir de personas,
bien identifiés, que nous considérons investir dans un chatbot tout en gardant un chatbox pour être à la pointe du digital, et qu'enfin, nous allons intégrer la réalité virtuelle dans certaines de nos formations. Eh bien, je vous donne en quelques phrases toutes les décisions que nous avons prises par rapport au digital. Et il est clair que pour des personnes comme moi, ce n'est pas toujours évident de m'intégrer dans toutes ces transformations par rapport à ce qui nous entoure. La troisième rupture que je voulais mentionner, c'est cette rupture par rapport aux générations X et aux générations Y, les millenniums. Cette génération, elle n'a d'abord besoin de savoir le pourquoi avant de savoir le comment. Elle a besoin de la flexibilité avant de la sécurité. Elle a besoin d'exemplarité et pas de statutaire. Et l'ambition de cette génération, c'est de s'accomplir et pas de réussir. Ou en tout cas, c'est d'abord de s'accomplir avant de réussir. Et donc, cette génération, la question, c'est comment nous la gérons. Puisque si on regarde les millenniums, ils représentent un quart de la population, soit déjà un collaborateur sur 4 dans les organisations. Donc, la question aussi, c'est dans vos équipes, combien avez-vous de millenniums, c'est comment vous les gérez. Donc, 3 grandes ruptures que je souhaitais mettre sur la table pour introduire cette saturation du changement, car tout ça va très vite. Et si on regarde encore des chiffres bien plus spécifiques en ce qui concerne les jeunes, ce sont des chiffres que j'ai pu récolter lors de la Convention internationale en change management en 2018. C'est qu'un jeune diplômé sur 7 veut travailler pour une grande entreprise. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les PME. Mais si on se remet à 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on souhaitait tous commencer dans une grande entreprise. Et plus de la moitié des diplômés, des récemment diplômés interrogés, estiment qu'ils sont sous-employés. Ça aussi, c'est une autre caractéristique à tenir en compte. Et donc, ce sont tous des éléments qui nous permettent de nous poser des questions par rapport à la saturation. Et donc, qu'est-ce que la saturation? La saturation au changement, elle se passe quand? Elle se passe quand notre capacité à absorber les changements est inférieure à l'ensemble des changements, des ruptures, des transformations qui nous tombent dessus dans l'entreprise. Alors, comment réagissons-nous humainement par rapport à cela? Il y a bien entendu un ensemble de facteurs que l'on peut observer liés à la fatigue, au stress et à d'autres conséquences, mais elle peut s'expliquer aussi de manière assez scientifique. Et si on revient à Prigogine, prix Nobel au siècle dernier, sur le second principe de la thermodynamique, en fait, avant Prigogine, on estimait que l'univers était une série d'assemblages d'entités stables, de particules élémentaires, d'atomes ou de molécules qui étaient donnés une fois pour toutes. Et donc, la thermodynamique, elle envisageait l'état d'équilibre comme étape ultime de n'importe quel système. C'était ce que tout le monde visait. Visons la stabilité et l'équilibre afin d'être bien. Après Prigogine, on a observé l'univers d'une autre façon, puisque l'univers repose sur des structures dynamiques et dissipatives, c'est-à-dire qui dissipent des flux d'énergie et des informations dans la matière vivante. Et donc, nous ne sommes plus dans un état à la recherche d'état d'équilibre comme nous l'étions auparavant, puisque actuellement et maintenant, l'état normal des choses, c'est la transformation, c'est les changements. Et l'équilibre n'est qu'un état stationnaire entre deux changements. Et donc, ce qui est normal par rapport à ce que nous vivons actuellement, c'est le changement et la transformation. Or, notre ADN, il n'est pas prêt par rapport à ces transformations. Et si on retourne quelques centaines d'années, au temps des châteaux forts, on pouvait vivre une période de stabilité sur une espérance de vie de l'ordre de 40 à 45 ans. Or, notre espérance de vie, maintenant, elle a doublé. Et si on regarde cette espérance de vie, à des âges jusqu'à 30 ans, on peut espérer vivre au-delà de 100 ans. Et donc, les carrières, bien entendu, augmentent aussi en termes de durée. Et de ce fait, nous allons encore vivre beaucoup plus de changements et nous allons devoir intégrer ces changements dans notre ADN et développer ces compétences afin de mieux les vivre dans l'avenir. Et ce n'est pas tout. Vous vous rappelez probablement, en 2016, Microsoft fait l'acquisition de Nokia. Et ceci, c'était un des derniers verbatim de l'ancien CEO de Nokia, qui a dit « Nous n'avons pas commis d'erreur, mais en quelque sorte, nous avons perdu ». En fait, maintenant, il ne suffit plus de faire les choses correctement, de ne pas commettre d'erreur, il faut faire mieux que les autres, car les avantages d'hier sont remplacés par les tendances de demain. Ceux qui arrêtent d'apprendre, ceux qui arrêtent d'innover vont payer le prix fort. Et le prix fort, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une chute de revenus. C'est quoi? C'est tout simplement sortir du jeu et d'être éjecté. Et donc, nous sommes quelque part aussi condamnés à cette accélération
et les leaders d'entreprise l'ont compris et donc mettent de la pression par rapport à cela. Bien entendu, lorsqu'un leader décide de changer, de faire évoluer son organisation pour rester dans le coup et pour ne pas sortir du jeu et du marché, ça va aussi dépendre de sa capacité à gérer l'ensemble des changements, mais aussi de la manière dont il les gérait par le passé et dont l'organisation absorbait les changements. Car souvent, chez nos clients, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre un ensemble de projets qui sont toujours en cours, qui n'ont jamais fini, où il y a toujours un project manager qui est nommé pour ce projet, mais qui finalement ne fait plus rien puisqu'on n'a jamais déclaré que le projet était fini. Ou tout simplement, on a des projets qui sont abandonnés car on a un nouveau patron, on a un nouveau leader qui décide de supprimer un ensemble de projets de la transformation. Ou encore, on les empile les uns sur les autres et on arrive à des transformations qui peuvent atteindre entre 100 et 200 projets avec des programmes ou des streams, on les appelle comme on veut, répartis entre 10 et 20 projets. Et donc, ce que nous connaissions avant, eh bien, c'est terminé, car on se retrouve face à cet ensemble de projets, ces ensembles de changements dans la transformation. Et ce qui était avant une transformation avec un état actuel, un état de transition et un état futur, c'est-à-dire comme tout projet, eh bien maintenant, ça ressemble à ceci dans les organisations. Nous sommes face à un ensemble d'états actuels, d'états de transition et d'états futurs, de projets, de changements qui se superposent les uns aux autres. Et donc, la première question, c'est est-ce que vous êtes en train de vivre plus de changements que vous ne pouvez les absorber? Si c'est la réponse est oui, c'est que nous sommes dans un état de saturation. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a l'aspect de saturation, mais il y a aussi l'aspect de collision. Qu'est-ce que c'est que la notion de collision par rapport au projet de changement? Eh bien, si on découpe dans le temps, si on veut prendre une photo dans le temps, à un moment T, et que l'on veut observer où nous en sommes, est-ce que nous avons atteint un ensemble d'états futurs? Est-ce que nous pouvons célébrer un ensemble d'états futurs? Ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, on ne peut plus vraiment arriver à se dire, ça y est, nous avons fini la transformation, on peut passer à autre chose. Car comme tout se superpose et comme tout s'enchaîne, il est très difficile d'avoir à un moment T un ensemble d'états futurs à célébrer, tout simplement. Et cette collision, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne un ensemble de conflits. Des conflits sur les ressources, des conflits sur la planification, sur les timings des projets, sur les budgets. Et donc, cette collision, elle vient en plus de la saturation, car nous pourrions estimer que nous avons les capacités d'absorber l'ensemble des changements, mais il est également important de regarder à quelles sont les collisions entre les projets et donc qui vont générer des conflits. Et donc, la question, c'est quelle est la taille de la forêt? À partir du moment où nous sommes face à cette situation, quelle est la taille et quelle est l'ampleur de notre saturation ou des effets de collision que nous sommes en train de vivre? Première façon de le faire, c'est d'observer quels sont les symptômes. Il y a des symptômes qui peuvent être au niveau individuel, il y a des symptômes qui peuvent être au niveau des projets et des symptômes qui peuvent être au niveau organisationnel. Et donc, si vous lisez chacun de ces symptômes et que vous faites une croix à côté et que vous pouvez additionner l'ensemble de ces symptômes, vous avez déjà une idée du niveau de saturation dans lequel se situe votre équipe ou votre organisation. Et donc, bien entendu, dans tous ces symptômes, on retrouve des choses que l'on connaît, comme la frustration, le stress, la fatigue, le burn-out, etc. Au niveau des projets, c'est le manque de ressources, typiquement, ou les changements qui ne sont pas pérennes. On revient en arrière par rapport à ce qu'on avait imaginé faire. Et au niveau de l'organisation, c'est le turnover qui est important, le déclin de la productivité, l'absentéisme, etc., etc. Et puis, il y a des manières beaucoup plus méthodologiques d'analyser le niveau de saturation du changement, et c'est d'utiliser par exemple la heatmap qui a été développée par ProSci, qui permet de cartographier les groupes impactés. Et donc, on ne va plus regarder la saturation du changement selon l'angle project management et l'empilement des projets les uns sur les autres, mais on va plutôt le regarder par rapport aux groupes impactés. Ici, ça peut être par exemple l'organigramme d'une organisation, et quels sont les groupes impactés par un ensemble de changements, et quels sont les équipes, les business units, les entités qui sont saturées et qui sont en rouge au niveau du changement. Et donc, cette approche par le change management, en complément du project management, va permettre d'identifier les groupes impactés sous un angle différent de celui du project manager.
Je vous invite à vous connecter par Internet en ouvrant une fenêtre ou sur votre mobile à polivy.com/nexum et à répondre à ces 3 questions au niveau de votre équipe. Donc, pas au niveau de votre organisation, mais bien au niveau de votre équipe. Donc, polivy.com/nexum et les votes sont ouverts. Dans quelle mesure estimez-vous que votre équipe est peu ou pas engagée dans des changements, qu'elle est pleinement engagée dans les changements ou qu'elle est saturée par des changements? Bien, on voit qu'il y a quelques heureux parmi vous. Vous avez encore une capacité à absorber certains changements. Par contre, la plupart des répondants sont déjà bien engagés dans les changements ou carrément saturés par les changements. Les scores, donc les équipes qui sont peu ou pas engagées dans les changements, c'est de l'ordre de 11%. Et puis, on a plus ou moins réparti de la même façon les équipes qui sont pleinement engagées dans les changements et qui sont saturées par les changements. Donc, grosso modo, vous estimez déjà que vous êtes bien dans ces changements et dans la saturation. Et si on regarde comment on peut trouver un ensemble de solutions par rapport à cette saturation, c'est si on compare le change management à la construction d'une maison, on devrait comparer ce qu'on appelle l'enterprise change management et donc l'organisation de tout ce qui se passe dans notre société comme un quartier résidentiel avec un ensemble de maisons. Et donc, il est clair que le change management va approcher la saturation par projet, mais il est également important de regarder la saturation de manière globale au niveau de l'entreprise et de voir quels sont les endroits potentiels de saturation ou de collision. Pour ce faire, il y a un parcours, il y a une façon de le faire qui est ce que nous appelons l'Enterprise Change Management ou l'ICM développé par ProSci. L'Enterprise Change Management, c'est un parcours, comme je vous l'ai dit, et qui doit être considéré comme un projet, avec un état actuel, un état de transition et un état futur. L'état actuel des choses, il commence toujours par une mesure, et pour ceux qui ont fait la certification, on utilise le modèle de maturité. En quoi consiste le modèle de maturité? Le modèle de maturité consiste à mesurer dans quelle mesure le change management, la conduite du changement, est intégré dans notre ADN et dans notre culture. Est-ce que le change management se situe uniquement au niveau de projets isolés ou est-ce qu'il est déjà bien intégré dans des standards organisationnels de notre entreprise? Cette mesure nous permet d'avoir un état de départ. Un état de départ et nous permet de nous projeter par rapport à ce que nous voulons dans l'état futur. Et donc, qu'est-ce que nous voulons atteindre en termes d'intégration du change management dans l'organisation afin justement de pouvoir gérer ces problèmes de saturation et de collision. Ensuite, lorsque nous avons une idée de ce que nous voulons mettre en place et de ce que nous voulons atteindre, il est important d'établir ce que nous appelons l'Enterprise Change Management Roadmap, et à savoir quelles sont les tactiques et quels sont les éléments de stratégie que nous allons mettre en place pour y arriver. La première chose, c'est bien entendu d'avoir un leadership. Et comme change management takes change management, ce parcours doit être considéré comme un projet en soi, il est important d'avoir un sponsor, un premier sponsor qui va être porteur de ce projet d'intégration du change management dans l'organisation et qui va construire sa coalition des sponsors et qui va vous aider dans la communication et dans le développement de ce projet. C'est le premier axe, c'est le leadership. Donc, ensuite, on a un deuxième axe qui est le projet, à savoir dans quel projet allons-nous intégrer le change management d'abord, afin de montrer que le change management apporte quelque chose dans les projets de transformation et permet une meilleure réussite de ces projets de transformation. Et l'idéal, c'est de choisir des projets qui sont stratégiques, dont la réussite, dont le résultat dépend principalement de l'humain.
car dans ces projets, le change management va permettre des effets de levier. Et puis, il y a bien entendu tout ce qui est compétences au niveau de l'organisation. Et les compétences au niveau de l'organisation, on va les regarder par rapport au rôle que jouent les différents intervenants dans l'organisation. Si ce sont des leaders, ce sera des compétences de sponsors. Si ce sont les managers, ce seront leurs compétences, leur rôle de manager dans la transformation. Ensuite, on touchera également les project managers, ainsi que les collaborateurs et bien entendu les change managers. Quand on a les compétences, il y a aussi la structure et à savoir le change management. Où va-t-on le mettre? Est-ce que nous sommes d'accord de mettre un change management office à côté d'un project management office? Est-ce que nous sommes d'accord d'investir par rapport à ce change management office? Et où allons-nous le positionner? Est-ce qu'il va dépendre de la stratégie? Est-ce qu'il va dépendre de la direction de la transformation, des ressources humaines? Où allons-nous intégrer ce change management office dans l'organisation? Et enfin, les process. Comment allons-nous intégrer l'approche de change management dans l'ensemble des process, qu'ils soient RH ou qu'ils soient purement opérationnels dans l'organisation? À partir du moment où on est dans un parcours d'intégration du change management dans l'organisation, ça nous permet de professionnaliser aussi notre approche sur l'ensemble des projets. Vous vous rappelez ce slide avec l'ensemble des situations actuelles de transition et futures qui se superposent les uns sur les autres. Eh bien, la structuration par un change management office avec des personnes qui sont responsables de suivre le change management nous permet par exemple de mettre en place un portefeuille de gestion des projets complémentaire au portefeuille de gestion de projets par les project managers et donc de le faire sous l'angle du change management. Quelques chiffres de ProSci par rapport à leurs études. Et donc, vous l'avez vu, dans le Polyvic, nous avons fait, vous étiez à peu près 80% à atteindre ou à dépasser le niveau de saturation. Vous voyez que dans l'ensemble des personnes interrogées, donc 4500 personnes interrogées chaque année, avec deux études longitudinales qui sortent, une étude longitudinale qui sort tous les 2 ans, on voit que près de 80% des personnes interrogées sont à un niveau ou atteint ou voire dépassé le niveau de saturation dans l'organisation. Après, on peut s'interroger de qu'est-ce qui est mis en place par rapport à cela. Et donc, si on demande quel est le pourcentage de projets où on utilise du change management, eh bien, 1 projet sur 3 dans cette organisation intègre du change management. Après, si on pose la question de savoir est-ce que vous avez des jobs au niveau du change management, la moitié des entreprises interrogées disent oui, nous avons des rôles spécifiques au change management. Il est clair que si vous tapez sur LinkedIn Change Manager et que vous recherchez un Change Manager, vous allez en trouver très peu en Belgique, en France ou en Suisse. En tout cas, dans les pays latins, on va encore en trouver très peu. Par contre, si vous cherchez sur LinkedIn dans les pays anglo-saxons ou scandinaves, vous allez en trouver beaucoup plus, car c'est un réel job, c'est une fonction à part entière dans les organisations, avec non seulement des Change Managers, mais aussi avec des Change Management Officers dans les organisations. Donc, quelque part, dans nos pays latins, francophones, nous sommes un peu en retard à ce niveau-là. Et puis, si au niveau des questions qui active et qui gère ces projets sous l'angle change management, 40% des entreprises interrogées disent le faire. Lorsque vous voyez la petite industrie, c'est parce que dans les études ProSci, ils comparent, par exemple, le monde industriel par rapport à l'ensemble des répondants. Ici, c'est un exemple par rapport au monde industriel, mais il y a des chiffres par rapport au monde financier, il y a des chiffres par rapport au monde de la santé, par rapport aux institutions publiques, etc., etc. Et donc, je me suis intéressé plutôt aux chiffres globaux en donnant une comparaison par rapport au monde industriel. Et bien entendu, si on regarde par rapport au niveau de maturité de change management dans les entreprises, il y a une corrélation directe entre le taux de succès des projets par rapport au niveau de maturité, bien entendu. Plus le niveau de maturité est haut, plus le taux de succès des projets est important. Si on regarde ici maintenant sur l'ensemble des entreprises interrogées, on leur demande où en êtes-vous dans votre modèle de maturité, eh bien, on voit que la plupart des entreprises sont au niveau 2 et 3 et qu'on commence à voir des entreprises dans les niveaux 4 et 5 du niveau de maturité où on a vraiment un change management intégré dans l'ADN et dans la culture des organisations.
Et lorsqu'on pose la question, la bonne nouvelle, c'est que grosso modo, la moitié des entreprises a déjà mis en place un processus, une stratégie ou des actions qui leur permettent d'intégrer ce change management dans leur propre organisation. Ceci termine la première partie sur la saturation du changement avec donc quelques clés déjà pour traiter cette saturation. Donc, une première clé, bien entendu, c'est sous l'angle du project management et donc de mettre de l'ordre dans les projets. Quand on voit qu'il y a un ensemble de projets, parfois certains ne sont peut-être plus nécessaires et puis certains sont peut-être prioritaires par rapport à d'autres. Une deuxième possibilité, c'est bien entendu de commencer à intégrer le change management dans l'organisation et en se focalisant sur des outils comme la heatmap ou la cartographie des groupes impactés afin d'avoir un regard complémentaire par rapport au project management sur comment se passe le déploiement de l'ensemble des projets de nos transformations. Et puis, par rapport à cela, c'est aussi de mettre en place un portefeuille de projets sous l'angle à nouveau change management et de commencer à suivre, mesurer et voir dans quelle mesure l'ensemble des projets se passe bien selon tout un ensemble d'outils mis à disposition par ProSci. Donc voilà quelques premières pistes par rapport à la saturation du changement et bien entendu, Rome ne s'est pas créé en un jour. Il y a lieu de mettre chaque étape en place les unes derrière les autres et comme on le verra par la suite, déjà en commençant à mettre en place du change management dans des projets qui sont clés, on permet d'atteindre de meilleurs résultats par rapport aux projets de transformation dont la réussite dépend du facteur humain. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cette présentation qui est, elle, consacrée à l'incertain. Alors, l'incertain, c'est un vaste sujet qui est traité sous différents angles par différentes personnes. Et ici, je voulais commencer par traiter ce sujet sous l'angle extérieur. Donc, l'incertitude, elle arrive par rapport à un ensemble de projets et de transformations qu'on peut caractériser de simple, et ça c'est un changement qui est linéaire, facile, dont la cause et les conséquences sont bien connues. Par exemple, une ampoule saute chez vous à la maison, eh bien je remplace l'ampoule. Donc assez simple à gérer. Et puis il y a des changements qui sont compliqués. Ces changements sont toujours linéaires, par contre ils sont moins simples. On doit chercher la solution, on a besoin d'un mode d'emploi, d'un plan. Si je réutilise la métaphore de la maison, j'ai un court-circuit et là, eh bien, j'ai besoin d'aller voir dans le tableau électrique et voir plus loin pour tout savoir où se situe ce court-circuit. On rencontre de plus en plus de changements qui sont de type complexe. Alors ces changements ne sont plus tellement linéaires et surtout leur caractéristique c'est qu'ils sont inattendus. Par exemple, les grèves des transports en commun. Ça nous est probablement tous arrivé de nous retrouver sur un quai de gare ou de métro et de ne voir rien arriver. La bonne nouvelle, c'est que nous avons cette expérience puisque comme nous l'avons déjà vécu, nous savons comment réagir. Et puis, on est face maintenant à des changements qui sont de plus en plus chaotiques. Par contre, ces changements, on ne les a jamais vus. Ils sont complètement inattendus et donc nous sommes dépourvus quand ces changements arrivent. Par exemple, dans le monde financier, les taux d'intérêt qui ont été bas pendant autant de temps, eh bien, la plupart des entreprises financières étaient assez dépourvues. Il n'y avait pas de règles pour savoir comment on allait s'en sortir et chacun y allait de sa propre stratégie. Un autre exemple qui était dramatique, c'est dans le secteur de la santé, dans le secteur hospitalier et des secours principalement, suite aux attentats que nous avons vécus, où tout le secteur des secours n'était pas prêt, n'était pas organisé par rapport à ce type de situation. Donc ce sont des changements qui sont de plus en plus chaotiques et qui sont complètement inattendus. Et donc les transformations, elles sont maintenant plus grandes, elles sont plus rapides, elles sont plus complexes et chaotiques et elles sont de plus en plus transverses. C'est d'ailleurs un sujet chez nos clients maintenant, la plupart du temps, c'est cette transversalité, comment passer des silos à la transversalité et comment être plus transverse par rapport à ces transformations. Et c'est là que, justement, lorsque nos clients nous disent, voilà, nous voulons transformer notre organisation et on veut plus de transversalité, moins de silos, eh bien, comme le disait le 28e président des États-Unis, si vous voulez vous faire des ennemis, changez quelque chose.
Et donc, les changements, effectivement, sont compliqués et parfois, il faut être courageux pour lancer des transformations, car quand on demande qui veut le changement, on est tous d'accord qu'il faut changer les choses. Mais par contre, quand on demande qui est prêt à changer, c'est moins évident. Et quand on cherche les courageux pour mener le changement, il y en a de moins en moins. Donc, transformer les organisations, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué aussi parce qu'on va générer un stress, on va générer des craintes, on va générer, bien entendu, de l'incertain. Car à partir du moment où le leader décide de changer, il va générer des incertitudes, il va générer des incertitudes dans toute l'organisation. Et donc, si on ajoute cette incertitude, cet incertain au changement extérieur, eh bien, on a de l'incertain au carré. Et on va générer quoi? Des craintes. Et donc, si on génère des craintes, des peurs et des résistances. Alors, quelles sont les clés? Quelles sont ou en tout cas les possibilités de diminuer cet incertain et de rendre le futur un peu plus certain? Alors, bien entendu, il y a les bonnes vieilles manières d'analyse de risque, ça c'est clair, mais il y a aussi d'autres façons de traiter cet incertain dans le futur. Tout d'abord, c'est comment pouvons-nous rendre nos équipes plus agiles? Et rendre les équipes plus agiles, c'est capital, car l'étude de McKinsey, une des études de McKinsey montre que tous les cadres dirigeants disent que c'est une question de survie de rendre nos équipes de plus en plus agiles. Alors l'agilité, de quoi il s'agit? Il s'agit bien entendu de la méthode Agile, dont vous avez tous entendu parler, avec la méthode Scrum, ou du Lean, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient toujours à notre fameux change management. Et si on essaye de voir un peu comment les consultants décrivent ce qu'est l'agilité, voilà quelques définitions par rapport à l'agilité. Et on voit que le mot changement revient assez souvent par rapport à cela. Et donc, si je reprends Accenture, c'est une capacité toujours présente à pouvoir gérer un portefeuille de changements multiples et complexes. On est en plein dedans. Et donc, le change management, tout d'abord, pour ceux qui seraient moins familiarisés au change management, il y a bien lieu de préciser qu'il est complémentaire au project management. Le project management, allant traiter des aspects techniques, va concevoir, développer et livrer par rapport à des livrables, donc des résultats, des timings, tandis que le change management va plutôt viser les aspects humains, l'acceptation, l'adoption, l'utilisation des solutions. Il y a une corrélation directe entre l'efficacité du change management et la réussite des projets. Et on voit qu'on a 6 fois plus de chances d'atteindre les objectifs des projets si on a un bon change management. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez un change management moyen, c'est que vous avez déjà 3 fois plus de chances d'atteindre les objectifs. Et donc, ce n'est pas nécessaire au démarrage de mettre en place l'usine à gaz pour se dire, voilà, nous allons intégrer le change management en 6 mois. Ce n'est pas raisonnable ni réaliste. Et donc, petit à petit, en mettant les étapes dans le bon ordre, on peut déjà atteindre des résultats assez rapidement en intégrant notamment le change management dans des projets stratégiques dont le résultat dépend de l'adoption par l'humain. Mais à quoi sert le change management? En fait, c'est très simple. Le change management, il a 3 objectifs. L'objectif d'assurer la masse critique, d'accélérer la vitesse d'adoption pour une meilleure utilisation des solutions. Et nous avons nos champions qui sont agiles et innovants, en général, qui, lorsqu'on dit il faut changer, ils y vont, bien entendu. On a les acteurs qui vont suivre nos champions et qui vont se dire, tiens, si celui-là, il y va, je vais le suivre et j'y vais. On a les observateurs. Nos observateurs, ils attendent et ils ont besoin de preuves. Donc, il est important de passer du temps avec eux, car eux, ils ont besoin d'y croire. Ou sinon, ils restent au balcon. Et le danger de rester au balcon, c'est qu'ils suivent les opposants, car on estime que dans une grande population, on a toujours une dizaine de pourcents d'opposants idéologiques qui, quoi que l'on fasse et quoi que l'on souhaite transformer, ils n'iront pas, car ils trouveront toujours une bonne raison de ne pas y aller. Alors, ces opposants idéologiques, l'idée, c'est de ne pas trop mettre d'énergie auprès d'eux, parce que le risque, justement, c'est que les observateurs pourraient avoir envie de les suivre si on s'en occupe trop. Et donc de faire basculer la courbe de Gauss vers la gauche plutôt que de la faire basculer vers la droite par rapport à la transformation. Et donc le change management, ça permet ça. Ça permet d'assurer cette masse critique dans la courbe de Gauss, d'accélérer la vitesse d'adoption, donc d'y aller plus vite pour une meilleure utilisation des solutions qui sont proposées dans la transformation.
Ça, c'est ce que j'appelle aussi le $1 million slide. Enfin, c'est ce que Bain appelle, les consultants de Bain appellent le $1 million slide lorsqu'ils doivent convaincre un comité exécutif de l'intérêt de quelque chose. Et lorsqu'on voit ici, à nouveau, ce qu'on attend en termes de cash flow dans la réalisation d'un projet, eh bien, non seulement on attend que nos investissements soient rentabilisés assez rapidement et que les gains de l'investissement que l'on fait se fassent très rapidement. Malheureusement, la plupart du temps, on est dans le bleu clair et non seulement ça nous coûte plus cher, mais ça nous prend plus de temps et la rentabilité vient plus tard. À nouveau, il y a une corrélation directe entre le change management et la réussite des projets d'un point de vue financier. Un petit rappel ADKAR. Donc, ADKAR est la méthodologie de ProSci, la méthodologie d'accompagnement du changement au niveau individuel en 5 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience, à savoir pourquoi doit-on changer, quelles sont les raisons de ce changement, quels sont les risques si on n'y va pas. C'est une démarche qui est très liée à la communication pour comprendre pourquoi nous devons changer. Et lorsque nous avons terminé cette phase, nous entendons chez nos collaborateurs, chez nos managers, je comprends pourquoi. Mais il ne suffit pas de comprendre pourquoi pour se mettre en mouvement. Il est nécessaire d'avoir la volonté, d'avoir le désir de bouger. Et ce désir, il est lié à l'envie, tout simplement, mais aussi aux enjeux personnels. Et donc, à partir du moment où on passe cette étape-là, j'entends chez les collaborateurs et dans l'organisation, j'ai décidé de m'y mettre. À partir du moment où j'ai pris conscience de la nécessité du changement, que j'ai la volonté d'y aller, il est nécessaire d'acquérir les compétences et les connaissances pour pouvoir y aller. À partir de ce moment-là, j'entends, je sais comment. Et puis, c'est le moment, c'est le go, c'est le run, comme disent les informaticiens, c'est le go live. Et ça, c'est je retourne dans mon environnement et la transformation se passe. Et la question là, c'est est-ce que j'ai les capacités d'y aller? À ce moment-là, j'entends, je suis capable de. Et puis, pour que le changement perdure, il y a lieu de le renforcer afin d'éviter de retourner dans les comportements antérieurs ou dans les façons de faire antérieures qui n'étaient pas les bonnes et que l'on souhaitait changer. Et donc, quand j'ai renforcé le changement, j'entends, je continuerai. Ce retour par rapport à ADKAR est important pour bien faire la distinction à nouveau entre le project management et le change management. Ça, c'est le point d'arrivée où on souhaite aller. Le petit drapeau. Ce point d'arrivée, on pourrait considérer qu'il est dépendant aussi du project management, donc lorsque nous démarrons quelque chose. Eh bien non. En fait, le change management a l'obligation d'aller plus loin, car le project management, il va s'arrêter à l'interrupteur on. À partir du moment où on est dans le go live, où on est dans le run, le project manager, et ce qui est normal, c'est son job, va passer à autre chose. Tandis que le change manager, il devra aller plus loin. Il devra aller dans cette phase d'ability, dans cette phase de retour dans l'écosystème et dans cette phase de run afin de voir si tout est OK. Pas, bien entendu, au niveau de la solution technique, mais surtout au niveau de la solution d'adoption et de la manière dont on vit le changement et de la manière dont ce changement est utilisé. Et donc, il est important de mesurer également en termes de change management ce que l'on veut atteindre et pas uniquement en termes de project management. Même si dans une charte projet, on va bien dire ce que l'on veut atteindre ici en termes de livrables, en termes de timing et de ressources, etc., le change management doit aller plus loin et doit dire, OK, que va-t-on atteindre et qu'est-ce que l'on veut au terme de la transformation jusqu'à l'intégration de cette transformation dans nos façons de travailler, dans nos process, dans nos cultures, peu importe la transformation dont il s'agit. Et donc, une des façons de faire, c'est de monitorer tout cela, de mesurer tout cela dans le temps et de suivre ces éléments par rapport à un ensemble d'outils. Et donc, toute la vie d'un projet qui va de l'initiation jusqu'à la fin du projet de déploiement et au fait de le faire perdurer dans le temps, on peut traiter ça sous différents angles et mettre tout d'abord en place une scorecard au niveau du changement. Une scorecard avec des outils qui vont permettre de calculer le retour sur investissement du change management. Et oui, c'est possible de recalculer le retour sur investissement du change management en faisant un lien entre à nouveau l'impact humain et la réussite du projet, et donc répondre à cette question, dans quelle mesure la réussite du projet va-t-elle dépendre de l'humain? Plus la réussite du projet dépend de l'humain, plus il est important de calculer cette ROI.
On va aussi également analyser d'autres choses dans cette phase de préparation du changement, puisqu'on est dans la première phase. On va utiliser le PCT que les change managers connaissent, qui va nous permettre de voir si on a bien le bon niveau de sponsorship, si on a le bon niveau de change management et si on a le bon niveau de project management. Et puis, on va aussi se comparer. On va se comparer à d'autres entreprises dans notre industrie pour voir si on fait bien. On va entrer ensuite dans la deuxième phase, la phase qui est la de gestion de changement, cette deuxième phase. Et là, on va continuer, bien entendu, à mesurer ce qui se passe au niveau de la santé du projet, mais on va voir aussi au niveau individuel, au niveau des groupes impactés, au niveau des équipes impactées, quel est le niveau d'acceptation et d'absorption des transformations et surtout les points de blocage par rapport à l'analyse ADCAR. Et chaque fois que nous serons au niveau rouge et au niveau de points de blocage, nous irons agir afin de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et enfin, on ira jusqu'à la phase de renforcement et cette mesure pour savoir et voir les écarts à la cible par rapport à ce qu'on visait et bien entendu, sans oublier de célébrer tout ça. Et donc, nous avons du coup une scorecard qui nous permet, c'est la vue hélicoptère de la première ligne, qui nous permet de mesurer les choses à 3 niveaux, au niveau organisationnel, au niveau individuel et au niveau du change management, de la performance du change management, car à un moment ou un autre, il y a toujours une personne qui dit « oui, mais à quoi ça sert tout ça ?» Donc, c'est important de mesurer également l'efficacité du change management. Donc, si je repars de cette efficacité du change management, je vais définir suivre et voir ce que nous avons délivré, c'est la ligne finish, le petit drapeau qui était dans un des transparents précédents. Bien entendu, c'est au niveau individuel que l'on va voir aussi quel est le niveau d'adoption et le niveau d'utilisation de la solution proposée en utilisant le dashboard ADCAR, un des outils que vous avez vu précédemment, et bien entendu au niveau de l'organisation. Qu'est-ce que l'on veut atteindre et qu'est-ce que l'on veut mesurer? On ne peut pas se lancer dans un projet de transformation sans avoir des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer dans quelle mesure, justement, nous avançons et nous atteignons ce que nous voulons atteindre. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un exemple chez un client de scorecard qui permet de définir les éléments et d'avoir un reporting également par rapport au change management. Et ProSci est déjà à sa version 3.0 de son scorecard. Alors, ceci, pour ceux qui sont habitués au portal ProSci, vous savez et juste aussi pour vous montrer où nous en sommes, il y a le niveau organisationnel, le niveau projet et le niveau individuel. Ce dont nous parlions ici, c'est dans la heatmap et dans la saturation du changement, nous étions à ce niveau-là des outils. Et ce que je viens de vous présenter ici, nous sommes à ce niveau-là des outils par rapport aux services que propose ProSci. Et puis, ce n'est pas tout, parce que par rapport à tout cela, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'incertain qui est généré par rapport à l'extérieur et l'incertain qui est généré par les projets de transformation que les leaders lancent, eh bien, tout cela va générer du stress, va générer des tensions et donc va générer des résistances. À nouveau, c'est humain et il ne faut pas croire qu'on peut se lancer dans des transformations sans résistance. Et lorsqu'on pose la question aux managers, quel est votre rôle le plus difficile? Eh bien, il est clair que les managers, par rapport à leur rôle dans ces transformations, disent que c'est la gestion des résistances qui est le plus compliqué pour eux. Car, effectivement, on touche à des éléments qui sont liés à l'émotionnel et qui sont liés à des éléments très personnels. Et parfois, le manager ne peut pas gérer ça tout seul. Il a besoin de faire appel au RH et de faire appel à d'autres personnes pour gérer ces résistances. Dans un premier temps, quels sont les moyens que vous avez à votre disposition si vous êtes manager pour déjà commencer à gérer les résistances et en tout cas à les anticiper? La première chose, c'est d'expliquer le pourquoi. Mais souvent, on rencontre des managers qui nous disent mais écoute Vincent, qu'est-ce que tu veux que j'explique à mes collaborateurs ce qui va changer pour eux et ce qu'ils vont devenir? Je sais déjà pas ce que moi-même je vais devenir et je ne sais pas ce que je vais faire demain. Donc, une des premières choses que l'on peut faire dans cette période d'incertitude, c'est de creuser le pourquoi ce changement. Le pourquoi, il vient d'où? En général, on attend les messages business, on les attend des C-level, des patrons et des membres des comités de direction. On attend qu'ils nous disent pourquoi ce changement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, où va-t-on, etc. Et les messages personnels, on les attend de notre N+1.
Et donc, quel que soit le niveau hiérarchique où je me situe, c'est à moi aussi d'aller voir mon N+1, qui lui ira voir son N+1 et qui forcera aussi les niveaux des comités de direction à répéter les messages, car il est clair qu'il faut répéter 5 à 7 fois les messages et les communiquer différemment afin de bien comprendre le pourquoi, en ayant une bonne histoire du changement à raconter qui explique bien la situation actuelle, que tout ce qui a été fait avant n'est pas à mettre au bac, bien entendu. Où voulons-nous aller? Pourquoi est-ce nécessaire d'y aller? Surtout comment on y va et quels vont être les bénéfices au niveau organisationnel, mais aussi au niveau individuel. C'est l'histoire du changement qu'il y a lieu d'aller à la pêche. Et puis, qu'est-ce que je peux faire également? À partir du moment où j'ai forcé cette clarification, si elle n'est pas suffisamment claire, ou si je n'ai pas trouvé l'information qui était nécessaire, c'est de me demander quels vont être les impacts de cette transformation. Qu'est-ce qui va impacter en fait mon quotidien, le travail de mon équipe? Est-ce que ce seront les rôles qui vont être impactés, ou est-ce que ce seront tout simplement mon chef qui va changer, mais je vais continuer à faire ce que je faisais hier? Ou au contraire, est-ce que c'est mon métier qui va changer? Est-ce que ce sont les systèmes, la rémunération, etc., etc. Et si la roue au milieu, je vais commencer à la compléter, et bien entendu, plus cette roue va être importante, plus le changement et plus le facteur humain va être clé dans la transformation. À partir du moment où j'ai fait cette première analyse et j'ai commencé à visualiser ce qui se passait, je peux commencer à gérer les résistances. Et souvent, on pense qu'il y a lieu de gérer les résistances individuelles déjà à l'étape 5, mais non, il y a des étapes qu'il y a lieu de mettre en place précédemment. Tout d'abord, c'est gérer mes propres résistances. Donc, quels sont mes points de blocage personnels. Ensuite, c'est gérer les résistances au collectif, car il y a des façons de gérer les résistances au collectif, notamment en communiquant par rapport à cette histoire du changement, en permettant à chacun de s'exprimer, en permettant des catharsis, en posant des questions sur les craintes et les espoirs en collectif. Et donc, il y a moyen de gérer des résistances en collectif et donc de désamorcer pas mal de types de résistances avant de les gérer et d'anticiper les résistances individuelles, d'identifier les résistances les plus compliquées au niveau individu et de les gérer soit seul ou accompagné d'autres personnes. Mais à nouveau, la première question, c'est quelle est votre propre résistance et quel est votre escalier mécanique? That's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do. So. Et donc la question est, quel est votre propre escalier mécanique dans la transformation et quelle est votre propre résistance? Car si vous ne gérez pas votre propre résistance, il sera difficile d'accompagner vos collaborateurs. Ensuite, afin de pouvoir les accompagner individuellement, je peux utiliser les dashboards d'APCAR et je peux voir dans mon équipe où sont les points de blocage. À quel niveau chaque membre de mon équipe bloque par rapport à la transformation à un moment donné. Et je peux utiliser cet outil autant de fois que je le veux et je vais toujours regarder quel est le premier point de blocage en rouge et en fonction du point de blocage, je vais agir. Si je bloque à la partie awareness, prise de conscience, eh bien, je vais communiquer par rapport à Antoine à ce niveau-là. Si je bloque au niveau du cas, au niveau des knowledge et des connaissances, je vais voir quelles sont éventuellement les formations que je peux fournir à Vincent par rapport à son point de blocage. Et puis, si c'est au niveau du renforcement par rapport à Julie, afin d'éviter qu'elle retourne dans les comportements antérieurs et dans les façons de faire antérieures, eh bien, je vais célébrer les succès, certainement, et je vais voir quels sont les écarts à la cible afin de lui permettre de pérenniser justement cette transformation. Et donc, à chaque point de blocage, je vais pouvoir agir spécifiquement. Et à chaque point de blocage, je vais pouvoir identifier les types de résistance auxquelles je suis confronté.
Première, dans les résistances, si on prend un exemple de déménagement, c'est facile de se dire, enfin c'est facile, on peut catégoriser les résistances en différents types lorsqu'on vous annonce que vous allez déménager. Il y a tout d'abord les résistances qui sont réelles, avec par exemple un temps de transport qui sera supérieur le matin et supérieur le soir en fonction de mes enjeux personnels, de l'endroit où j'habite, de ma situation familiale, c'est pas toujours évident. Ensuite, nous avons des résistances qui sont imaginaires. On se dit, tiens, on était au centre-ville et là, maintenant, on va en périphérie, on va dans un bled et on estime que ça sera moins bien que précédemment et on est en train de se faire des photos et des images sur la cantine ou sur l'environnement. Et enfin, il y a des résistances qui sont symboliques. Nous étions en plein centre-ville et là, maintenant, nous allons en périphérie où tout simplement, j'avais mon bureau privé et maintenant, je vais me retrouver dans un paysager et donc le symbole que j'avais dans mon bureau privé va complètement disparaître. Donc, un ensemble de résistances qui vont nous permettre d'identifier à chaque niveau de points de blocage et de les traiter individuellement avec nos collaborateurs. Et puis, je reviens sur ce graphique, sur les générations, la génération des millenniums, qu'on appelle aussi la génération du tout de suite. Car cette génération du tout de suite, elle a besoin, si elle veut écouter une chanson, elle l'écoute sur Spotify. Si elle veut un livre, elle l'a le lendemain sur Amazon ou un colis, quel qu'il soit. Si elle veut regarder la télévision, elle l'a directement en streaming. Et donc, c'est une génération du tout de suite. Et lorsqu'elle arrive dans l'entreprise et lorsqu'elle veut créer son réseau interne ou créer des relations de travail, eh bien, il n'y a pas d'application qui va permettre de créer des relations avec les managers existants ou la génération X toujours présente dans l'organisation. Il n'y a pas d'application qui va leur permettre de créer ces relations et nous devons faire très attention à cela. Et donc, une des questions à se poser, et ça sera probablement le sujet d'un des prochains webinaires, c'est aussi notre posture, car nous pouvons avoir beaucoup d'outils à notre disposition, beaucoup d'éléments pour mesurer, mais quelle va être notre posture? Et quand on voit Branson, le patron de Virgin, qui voit un de ses employés qui est en train de faire une sieste, eh bien, plutôt que de le secouer, de le réprimander, il fait un selfie qu'il poste dans l'organisation. Et donc, ça, c'est la posture que nous adaptons également par rapport à toutes ces transformations. Et donc, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Nous avons vu que l'état normal des choses, c'est la transformation et que la stabilité n'est qu'un état temporaire entre deux transformations, que nous ne sommes pas prêts au niveau de notre ADN et que malheureusement, tout ça va continuer à s'accélérer et que donc, il est nécessaire aussi de bien traiter tous les changements et les types de changements qui nous entourent. Que cela dépend de notre organisation et de notre capacité à absorber ces changements, notre capacité à gérer l'ensemble des projets liés à des transformations, afin d'éviter cette situation de saturation où tout s'empile et on n'a plus d'analyse de ce que l'on veut faire. L'incertain, il est là. Il est à notre porte, il vient de l'extérieur, mais il vient aussi des projets de transformation que nous mettons en place et que nous générons chez les collaborateurs et chez les managers. Et donc, cela génère des résistances par rapport à notre organisation. Et enfin, une dernière question par rapport à ceci. On aimerait vous poser sur Polivy, quelle est la première tactique que vous pourriez mettre en place par rapport à la saturation et ou l'incertain? Donc, si vous êtes toujours connecté et que ça vous a généré des idées, nous attendons vos suggestions en termes de tactique. Alors, mettre en place le change management au niveau organisationnel, faire appel à Nexum, installer ProSci, établir le portefeuille des changes. Voilà les premières tactiques qui arrivent. Avec un like sur différents éléments.
Mettre en place le portefeuille de changement et donc mettre en place le portefeuille de changement sous l'angle change management en complément de l'angle project management. Définir une feuille de route concrète avec le comité de direction. Effectivement, donc c'est un chemin, c'est un parcours, c'est un projet en tant que tel. Il est important d'avoir un comité de direction et surtout un bon sponsor au comité de direction qui va vous soutenir par rapport à ça, parce que sinon ça ne marche pas. Comme tout projet, quand je n'ai pas un bon sponsor, ça ne fonctionne pas. L'intégration de change management dans l'organisation sans bon sponsor, ça ne fonctionnera pas non plus. La heatmap des changements, c'est un outil effectivement qui est très simple, facile à utiliser et qui permet d'avoir une vision très complémentaire par rapport à ce qui se fait en général dans l'organisation et qui permet un reporting aussi assez facile par rapport à nos responsables et à nos patrons, parce que sur un slide, on le voit rapidement et ça fait des tilts. Mettre le project management et le change management de concert, ça c'est clair. C'est, je dirais, même capital. Et bien être au clair entre la différence entre les objectifs du project management et du change management, même si bien entendu ils doivent être complètement en phase. Mais change manager, n'oubliez pas que vous allez plus loin et qu'il y a lieu aussi d'identifier vos propres objectifs et ce que vous voulez atteindre en termes de change manager. L'implication des collaborateurs dans la réflexion sur la saturation, l'appropriation, bien entendu, et la vitesse d'adoption. J'aime beaucoup aussi cette idée. Aider le CODIR à prendre conscience du besoin de changer. Là, on en revient effectivement à des éléments qui sont un peu compliqués. Si le CODIR n'est pas convaincu qu'il y a lieu de changer, il faut trouver tous les bons angles et créer un sentiment d'urgence. Et parfois, par rapport à un CODIR, un sentiment d'urgence, c'est aussi de lui montrer ce qui se passe chez les concurrents. Voilà une piste de réflexion, mais de lui dire, quand vous avez des concurrents qui sont déjà en marche dans cette intégration du change management, ça peut les faire bouger. Et puis, définir des règles claires pour la priorisation des projets. Excellent, donc ça doit se faire avec les project managers, mais aussi vous avez un mot à dire en termes de change management sur les groupes impactés et sur la mise en place des priorités de projet. Eh bien voilà, merci beaucoup par rapport à ceci. Et maintenant, ça va être juste le petit moment de une vidéo pour terminer. Et c'est une vidéo qui est sous-titrée et qui vous dit, mais comment est-ce que vous pouvez participer lorsque vous voyez une bonne initiative qui est lancée dans votre organisation? C'est une vidéo qui circule déjà depuis un petit moment, mais je ne me lasse pas de la regarder. Ça fait des dizaines de fois que je la vois. Learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry.
And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. Et donc, If you've learned a lot about leadership and making a movement, par rapport à ces enseignements, il est clair que si vous voulez participer, l'idée, ce n'est pas qu'il y ait toujours le leader qui se lance, mais le premier follower, c'est une forme sous-estimée de leadership et que ce qui transforme un non-leader en un leader, c'est son premier suiveur. Car si le leader il va tout seul, il n'est pas un leader. Et donc, cette forme sous-estimée de leadership, c'est celle du premier follower. Et donc, c'est une façon pour vous aussi de participer aux transformations. Et là, sur ce slide, c'était le petit moment pub par rapport au prochain séminaire Nexum qui ont lieu dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. L'Advanced Immersion Workshop au mois de novembre est quelque part le niveau 2 du niveau practitioner de la certification en change management et elle permet l'utilisation d'outils pour suivre les projets individuellement et de suivre les projets individuellement. Elle aura lieu à Bruxelles et c'est l'utilisation des outils de scorecard que vous avez vu lors de cette présentation. Orienté très projet. Ensuite, il y a l'Enterprise Change Management Bootcamp. Ça, c'est comment établir une stratégie d'intégration du change management dans l'organisation avec l'utilisation du modèle de maturité. Et puis, il y a la gestion des résistances avec toutes les étapes de la gestion des résistances, ses propres résistances, la gestion des résistances au collectif jusqu'à la gestion des résistances en individuel. Il me reste à vous remercier par rapport à Il me reste à vous remercier. Désolé pour ce petit dérapage de transparent en dernière minute. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, il y a quelques petites questions, Vincent, pour clôturer ce webinaire. N'hésitez pas non plus à les poser dans l'outil Converser. La première, c'est une personne qui nous demande si elle pourra disposer des slides en suivi du webinaire. Alors, il y aura des slides qui seront partagés, effectivement. Alors, peut-être pas tous, parce qu'en plus, il y a là-dedans, vous avez vu qu'il y avait des photos soumises à des droits. Mais bien entendu, il y aura un jeu de transparent qui résume cette présentation. Et je me permets également d'ajouter donc que le nouveau site de Nexum sera bientôt en ligne et sur celui-ci, vous aurez l'occasion de revoir tous les anciens webinaires qui ont été enregistrés, dont celui-ci. Une autre personne qui demande pour l'Enterprise Change Management, quel est le profil idéal pour participer à cet accompagnement? Le profil idéal, c'est d'avoir une expérience en change management, ça c'est clair, et aussi d'avoir la volonté d'intégrer le change management dans son organisation et avoir les moyens d'influencer, car vous l'avez vu, c'est un projet en tant que tel, et donc je dois avoir comme premier objectif le bon sponsor en interne avec moi qui va m'aider à intégrer petit à petit le change management dans l'organisation. Donc, le bon profil, c'est d'avoir de l'expérience en change management et d'avoir les capacités d'influencer cette intégration du change management dans l'organisation, car à nouveau, change management takes change management, c'est un projet à part entière. Merci. Et peut-être une dernière question ici par rapport à la saturation du changement. Si vous deviez avoir une recommandation comme première étape pour gérer la saturation dans les organisations, ce serait ? La première étape, en fonction du niveau dans lequel vous vous situez, alors il y a deux possibilités. C'est déjà d'évaluer les symptômes et de voir où se situent les symptômes. Vous avez vu qu'il y avait des symptômes au niveau individuel, au niveau des projets, au niveau de l'organisation. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis d'agir sur ces symptômes et de voir qui peut agir sur ces symptômes. Et puis, il y a aussi, si vous avez la chance d'avoir un bon PMO, un bon Project Management Office, c'est de traiter avec le responsable du PMO l'ensemble des projets et de commencer à les regarder sous l'angle groupe impacté également et à mettre des priorités par rapport à ces projets, peut-être en retarder certains, peut-être mettre des priorités sur d'autres. Et c'est une bonne façon de commencer à enlever la pression liée à la saturation, surtout si vous êtes dans une équipe qui est saturée. J'ai une dernière question ici par rapport justement au programme pour gestion des résistances. Est-ce que c'est un programme qui est uniquement destiné aux managers ? Non, c'est un programme qui est destiné aussi aux
au change manager, puisqu'il consiste à voir quel est le circuit à suivre par rapport à la gestion des résistances. Et le change manager, si c'est ça la question, si c'est par rapport au change manager d'ailleurs, le change manager ou les responsables RH, c'est important pour eux d'aider le manager dans la gestion des résistances, car le manager ne peut pas gérer toutes les résistances. Si je reprends l'exemple du déménagement et de la résistance réelle qui est liée au temps de déplacement, et le manager ne peut pas décider tout seul de donner du télétravail à son collaborateur. Donc, il y a des éléments qu'il ne peut pas gérer seul. Et donc, la gestion des résistances est aussi intéressante d'un point de vue RH, d'un point de vue change management. Si c'est au point de vue change management, lorsqu'on est dans l'analyse des points de blocage à ADCAR, il est clair qu'il y a lieu d'avoir une bonne symbiose entre le change manager et le manager par rapport à ces résistances qui arrivent à un moment donné dans un blocage. Mais c'est vrai aussi que par rapport à ces trois workshops qu'on vous présente ici, la gestion des résistances est plutôt orientée sur les managers, tandis que l'Advanced Immersion Workshop et l'Enterprise Change Management est plutôt orienté sur les change managers, ou en tout cas ceux qui ont une expérience en change management. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer ici. Simplement une dernière chose, donc le prochain webinaire aura lieu dans 2 semaines. Vous aurez bientôt les liens pour vous y inscrire sur la page LinkedIn de Nexum. Et celui-ci portera sur la nécessité de mettre en place du change management pour mettre en place le change management au niveau organisationnel. Donc, il faut vraiment voir ça comme un projet de change, comme un projet de transformation. Voilà, et celui-là aura lieu dans 2 semaines, mais vous aurez toutes les informations via la page LinkedIn prochainement. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir participé au webinaire du jour. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions par email, on se tient à votre disposition. Et bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end.